Qu'attend-on d'un gouvernement? Question simple, réponse lourde de sens. Le rôle principal du gouvernement est d'assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics. En République du Congo, le gouvernement fait son travail. Pour nous rafraîchir la mémoire, en 2021, quand le premier gouvernement du nouveau mandat du président de la République est nommé, des objectifs précis ont été fixés et sont aujourd'hui pour la plupart atteints. À cette époque, le Congo est très endetté. Les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Les relations avec le FMI sont exécrables et le spectre de la dévaluation du franc CFA plane sur le pays. Les arriérés de salaires, de bourses et de pensions s'accumulent. De même, les concerts de casseroles sont à la mode. Mais alors, qu'attend-on d'un gouvernement? 12 batailles pour rendre le Congo économiquement stable et améliorer tant soit peu le quotidien des Congolais. Les solutions aux multiples problèmes auxquels les Congolais sont confrontés demeurent un gigantesque chantier qui suit son cours d'exécution à un rythme soutenu. Notre gouvernement est un gouvernement de défis et de batailles. Les batailles, nous en avons dénombré au total 12 pour réaliser les 9 axes stratégiques du projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Après la présentation du programme d'action du gouvernement face aux députés, le gouvernement s'est mis tout de suite au travail. Comme un baptême de feu, le gouvernement doit relever le défi de vaincre la Covid-19. Cela a été fait. Un premier palier est franchi lorsque le gouvernement a équipé les grandes formations sanitaires du pays de plateaux techniques performants pour recevoir des cas graves de Covid-19. Ces équipements ont permis ensuite de limiter le nombre de décès et de relativiser le déluge annoncé par l'OMS aux pays africains. Compte tenu de la fragilité de ces systèmes de santé publique, ces nouveaux équipements servent aujourd'hui à la prise en charge des malades qui arrivent aux urgences au CHU de Brazzaville et à la clinique municipale Albert Léono. Grâce à ces dotations, le traitement des cas sensibles est rendu possible à 100%. D'autres efforts supplémentaires sont à mettre à l'actif du gouvernement, notamment les travaux d'achèvement et d'équipement des hôpitaux généraux de Djiri à Brazzaville et de Ngoyo à Pointe-Noire. N'est-ce pas là la preuve que le gouvernement travaille à offrir aux Congolais des hôpitaux dignes, capables de dispenser des soins de santé de qualité? Pour renforcer la lutte contre le paludisme, une opération de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action est exécutée sur l'ensemble du territoire national. De nos jours, le traitement de cette maladie est gratuit pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 15 ans. Courant 2022, tous les enfants ont reçu une supplémentation en vitamine A, une activité presque régulière, et toute la population a été vaccinée contre la rougeole. D'autres réalisations sont en cours. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique économique rigoureuse et équilibrée. Tout en gardant la porte ouverte à tous nos partenaires, bilatéraux comme multilatéraux, publics comme privés, nous devons savoir rester debout, loin de toute posture ou surenchère idéologique, et réussir à sortir de cette crise économique et financière libre et non asservie, la tête haute. Chef d'orchestre d'une équipe rompue à la tâche engagée à réaliser toutes les missions, le Premier ministre, Anatole Koliné-Makosso, annonce même être l'intendant qui doit évidemment gérer l'intendance. Au service des populations sur orientation ferme du chef de l'État, le gouvernement s'emploie à rééquilibrer les indicateurs macroéconomiques. La dette connaît son début d'apurement. Les négociations avec le FMI connaissent leur vitesse de croisière. Un programme sur la facilité élargie de crédit est signé et la revue est qualifiée de positive. Cette étape améliore considérablement les relations entre le Congo et les institutions financières internationales. Un des axes stratégiques du projet de société de M. le Président de la République est la diversification de l'économie avec un accent particulier sur le développement de l'agriculture au sens large. Désormais, le gouvernement modernisera ce secteur pour en améliorer la productivité. Nous miserons notamment sur la mécanisation. Nous nous emploierons à vulgariser les nouvelles techniques agricoles résultant de la recherche et des études scientifiques et mèneront
un important programme d'irrigation dans les bassins de production. Le souci de garantir sur le marché la forte présence des denrées alimentaires issues de la production locale a emmené le gouvernement à développer la politique des zones agricoles protégées. Ce n'est pas une opération de charme, non plus une simple vue de l'esprit. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'État installe gratuitement des groupements des coopératives agricoles sur de vastes espaces de terre aménagés pour y cultiver en quantité industrielle le maïs, le sorgho, le niébé et le soja après une dotation en matériel aratoire. À ces opérateurs agricoles, le gouvernement octroie des financements de départ sans aucune contrepartie. Il faut savoir que notre pays importe beaucoup, et ça, tout le monde le sait. Ce qui veut dire que si on veut s'attaquer aux importations, nous devons vraiment développer l'élevage dans notre pays. Beaucoup de Congolais se sont essayés à l'élevage et ont fini par abandonner. Parce qu'ils ont été confrontés au problème de l'aliment de bétail. Qui dit aliment de bétail dit maïs. Qui dit aliment de bétail dit soja, dit sorgho, dit niébé. Donc, aider le chef de l'État à contribuer à la réduction des importations, c'est aussi augmenter la production de ces intrants, du maïs, du soja, du sorgho, etc. De l'autre côté, vous avez un certain nombre de produits que nous consommons quotidiennement, comme le manioc, le foufou, qui restent quand même difficiles d'accès à certaines parties de la population, du pays d'ailleurs, essentiellement Brazzaville et Pointe-Noire. Alors, pour y répondre, nous avons pensé que nous devons d'abord appuyer ceux qui produisent, améliorer les conditions d'exercice de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche chez nous. La finalité, c'est l'augmentation de la production, la création d'activités d'emploi, la création d'un tissu économique local. Rassurez-vous, nous n'attendons pas autre chose d'eux. L'argent, c'est pour eux. Nous allons simplement les aider dans la gestion des groupements, parce qu'après, ça crée souvent des problèmes. Voilà pourquoi on affecte carrément un agent ici sur place. Sur la même lancée, le gouvernement s'active à exploiter les 10 millions d'hectares de terres arables dont dispose le pays et trouve par là les moyens de réussir le pari de la diversification de notre économie à partir du développement de l'agriculture au sens large. Ce défi, loin d'être l'unique, figure au premier rang des engagements contenus dans le Plan national de développement 2022-2026. Qu'il soit un peu plus clair, le retour à la terre, mot d'ordre du président de la République, fait du chemin. De novembre 2021 à nos jours, 13 zones agricoles protégées ont vu le jour. Ce sont des espaces dans lesquels les producteurs ont beaucoup plus de surface. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus, c'est beaucoup plus intéressant. En additionnant la production des différents espaces, la production nationale va augmenter. Donc c'est un moyen pour nous d'augmenter plus rapidement la production nationale. Nous n'avons pas beaucoup d'entreprises à travers le pays, notamment à l'intérieur du pays. Et donc l'existence des ZAP est une base pour la constitution d'un certain tissu économique. Puisque lorsque vous avez des producteurs, des fournisseurs de matières premières, vous pouvez plus facilement attirer des usines, des transformateurs. C'est un moyen pour nous de contribuer à la diversification de l'économie. En 2022, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a fait le déplacement des Touali pour vivre de visu la réalité des ZAP. La promesse faite pendant la campagne électorale se concrétise maintenant. Voilà. On va vers la mécanisation de l'agriculture dans le pays et nous ne serons plus dépendants des autres peuples. Parce que j'ai dit, un peuple qui ne produit pas et ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Là aussi, c'est une démonstration d'un gouvernement qui ne dort pas. Je suis en train de défendre, disons, les couleurs de la ZAP. Je suis autour de 9 tonnes pratiquement. Et voilà, c'est vraiment une fierté. Nous avons prouvé effectivement que nous sommes l'ultima en avant. Le premier groupement de la ZAP Mayumina. Nous avons déjà des clients. Le kilo actuellement là coûte 250 francs.
Et donc, c'est ce qui fait que la tonne est montée à 250 000 francs. L'argent que nous sommes en train de vendre ce maïs, c'est notre propre argent. Selon le dernier rapport de la Banque africaine de développement, le Congo jouit d'une croissance positive dans les secteurs hors pétrole. Le même rapport souligne à grands traits une amélioration de la production pétrolière et un regain d'activité dans les secteurs de l'agriculture et de l'exploitation minière, avec un PIB en hausse chiffré à 3,2%. Après 5 années de récession, le Congo sort visiblement la tête de l'eau. Les créances douteuses ont baissé dans le pays, contribuant ainsi à réduire les vulnérabilités du système bancaire. Autre morceau de bravoure qui ne dit pas son nom, le gouvernement a réussi à amortir le choc de la crise alimentaire née du conflit russo-ukrainien grâce au plan de blocage des prix des denrées de première nécessité en vigueur depuis fin 2022 qui supprime les droits de douane à l'importation pour une période de 12 mois à compter de décembre 2022. Sur les marchés, les prix baissent progressivement, malgré quelques caprices de certains commerçants qui se cachent derrière la liquidation des vieux stocks de marchandises. Dans les foyers, le panier connaît une sorte de diminution de charges. Il y a quand même un petit changement. On voit dans le marché, il y a d'autres qui ont diminué, mais il y a d'autres qui n'ont pas aussi diminué. On ne peut pas leur en vouloir par rapport au prix qu'ils ont eu à acheter. Dans les transports, l'arrêt progressif des subventions du carburant exigé par le FMI est presque sans graves conséquences. L'augmentation du prix à la pompe prévue à 65% à partir de ce 31 janvier a été bien négociée et revue à 5%. Grâce à l'implication personnelle du président de la République, le gouvernement a réussi l'impossible. À la demande du président de la République, le gouvernement a été instruit de travailler pour démontrer au Fonds monétaire international que cette augmentation peut suffire et avec d'autres réformes que le gouvernement va engager, on peut s'empêcher de procéder encore à une augmentation au-delà de ces 5%. Parce que ce que rechercherait le Fonds monétaire, c'est qu'au minimum, nous augmentions au moins de 50% au cours de cette année. Mais nous allons travailler pour que nous puissions démontrer que ce qu'on pourrait gagner avec les 50% que nous n'allons pas appliquer, nous pourrons l'obtenir par d'autres mécanismes, au travers d'autres réformes que le gouvernement s'emploie à engager. Tout ce que nous voulons, et les ministres l'ont dit, qu'il n'y ait aucune augmentation de quoi que ce soit, à commencer par le transport. Et sur ce point, nous sommes d'accord avec les consommateurs. Aucune augmentation, même pas d'un franc. Et que s'arrêtent les pratiques de demi-terrain. Sous d'autres cieux, le carburant coûte beaucoup plus cher depuis plusieurs années. À Abuja, au Nigeria, depuis quelques jours, le prix du carburant à la pompe a grimpé de 100%. Aujourd'hui, les Nigérians déboursent l'équivalent de 1316 francs CFA pour acheter le litre d'essence. Dans les causeries avec les Chinois, souvent, parfois, ils me posaient la question pour la stabilité du prix d'essence au Congo. Cela signifie que on peut jeter aussi les fleurs au président de la République. Parce qu'en Chine, ça varie de temps en temps. De 600 à 625, il n'y a pas vraiment une augmentation qui fera de nous qu'on va déplorer que non, le président a tellement augmenté. On doit remercier le président de la République. Mais c'est bien, félicitations. J'ai aimé, c'est bien vraiment pour le Congo, ça va bien. Dans d'autres pays, l'augmentation est même jusqu'à 1000 francs le litre. Mais si au Congo à 600, on passe à 625, je crois bien que c'est une bonne chose. Non, on ne peut pas arriver aux surenchères pour un 25 francs qu'on a acheté au-dessus. C'est pas possible. Eux, même les taximens, ils achètent le litre à combien? C'est à 600. Si aujourd'hui on passe à 625, je crois qu'il n'y a pas vraiment un changement grave. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée pour une croissance inclusive. Parlant de l'électricité et de l'hydraulique, nous nous emploierons à faire améliorer la qualité des prestations des entreprises qui opèrent dans ce secteur. Afin de garantir une fourniture optimale d'eau et d'électricité aux ménages, nous attirons l'attention de nos compatriotes sur l'intérêt de payer le juste prix de leur consommation pour permettre aux entreprises de demeurer à la hauteur de leur mission de service public. Nous allons poursuivre la connexion des zones rurales au réseau national d'électricité et intensifier le programme de l'hydraulique rurale. Si le Kwilu a été connecté au réseau électrique national,
Il ne reste plus que les départements de la cuvette ouest et de la Likwala de bénéficier de cette politique. Des efforts colossaux sont consentis dans la fourniture d'électricité, au point où dans les ménages on ne subit plus les délestages comme dans le passé. Le gouvernement poursuit l'œuvre de l'amélioration de l'approvisionnement en énergie basée sur des énergies renouvelables, y compris le gaz naturel. La capacité de production d'électricité a atteint 300 MW. Contrairement aux années antérieures, le taux d'accès à l'eau potable est passé à 66% en zone urbaine pour une desserte nationale qui a franchi les 56%. En matière de lutte contre les changements climatiques, le gouvernement travaille à planter 40 000 hectares de forêt, un couvert végétal qui permettra de séquestrer plus de 10 millions de tonnes de carbone, protégeant ainsi les tourbières du bassin du Congo qui servent d'importants puits de carbone. Dans le quotidien des Congolais, nous sommes là. Dans le social, les salaires des entités à budget de transfert et les pensions sont payés régulièrement et un effort est fourni s'agissant des arriérés de bourse des étudiants. Cette bouffée d'oxygène crée la confiance entre le gouvernement et les partenaires sociaux, faisant taire les concerts de casseroles. Souvenons-nous, le gouvernement est nommé au moment où les collectivités locales vivent leur traversée du désert. Aucun paiement de crédit, aucune subvention. Depuis décembre 2022, tout semble rentrer dans l'ordre. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique sociale juste et solidaire. Le gouvernement vole au secours de près de 35 826 ménages victimes des inondations dans les départements des plateaux, de la Cuvette, de la Songa et de la Likwala. Les dégâts enregistrés à la suite de ces inondations sont considérables. 13 districts affectés, 7 161 maisons détruites et plus de 170 hectares de cultures dévastés. Un plan de contingence est en réflexion, mais au-delà, il faut voir de quelle manière on peut davantage améliorer le cadre de vie des populations tel que cela a été prescrit par le président de la République dans son projet de société. Des solutions sont envisagées, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous pouvons avoir une recette miracle qui apporte une solution définitive à ces populations, en dehors de l'assistance que nous voulons rendre permanente, l'assistance que nous voulons rendre régulière pour que les populations sachent qu'elles ne sont pas abandonnées et que le gouvernement est toujours à leur chevet selon les instructions que nous recevons du président de la République. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une politique ambitieuse d'encadrement de la jeunesse. Le chef du gouvernement, accompagné des ministres de la Jeunesse Hugues Ngolondele, de la Sécurité Raymond Zéphirin Mboulou et du haut-commissaire en charge de la justice restaurative Adolphe Mboumaba, est allé se rendre compte de l'état dans lequel se trouvent les sites de Obéville dans le district de Madingou et de Bokania à quelques kilomètres de Makwa. En effet, dans le programme d'action du gouvernement, le Premier ministre annonçait le 21 juin 2021 dans la 6e bataille que l'éducation, la formation et l'emploi seront au premier plan de l'action du gouvernement et de renchérir dans la 7e bataille que nos compatriotes doivent vaquer librement à leurs occupations. Nous mettrons en place une justice restaurative. C'est donc fort de ces engagements que le chef du gouvernement poursuit sur sa lancée. Dans de brefs délais, ces centres vont être viabilisés pour accueillir de jeunes délinquants en phase de réinsertion et d'autres en décrochage scolaire. Près de 300 par an pour Obéville, un projet structurant pour lequel il est prévu à terme la sensibilisation, le recrutement des jeunes, la formation civique, la formation professionnelle aux métiers agricoles et d'élevage. Bokania, ancienne base vie de la société Andrade Guterres, sert des fois de lieu de bivouac pour la force publique. À terme, plusieurs jeunes seront transférés sur ce site afin d'y recevoir une éducation plus saine et citoyenne. Il est prévu aussi l'installation de porcheries, de poulaillers et d'une salle multimédia. La mise en service de ces centres obéit à une application stricte de la loi qui stipule, je cite, « Les adolescents condamnés à des peines de prison sont orientés vers les centres de rééducation en fonction des places disponibles. » Fin de citation. Qu'attend-on d'un gouvernement? Loin de nous tromper, c'est travailler au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Tout était au rouge quand ce gouvernement est nommé. Si personne ne veut reconnaître les avancées, ayant au moins le courage de reconnaître que le gouvernement a travaillé à éviter le pire aux Congolais. Oui, beaucoup reste à faire. Quand on a les pieds dans l'eau, on oublie que c'est Dieu qui fait pleuvoir. Mais le gouvernement est à la manœuvre
et le travail ne s'arrêtera pas. Le gouvernement sait que les populations de Sadelmi, de Jacques-Opango et des 4 coins du pays sollicitent l'intervention rapide des pouvoirs publics. Cela se fera.